The Acolyte, épisode 3. Bonjour à tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder le cas de l'épisode 3 de la nouvelle série Star Wars, The Acolyte. Mais avant cela, nous allons comme d'habitude revenir sur le sondage que je vous ai proposé concernant les deux épisodes précédents. Ce qu'on peut observer dans un premier temps, c'est qu'il y a quand même un quart des spectateurs qui sont encore mitigés. Mais avant cela, on observe surtout qu'il y a 64% d'avis positifs, contre 11% d'avis négatifs. Et tous ces chiffres nous prouvent deux choses. La première, c'est que la série est accueillie de façon bien plus timide que toutes les précédentes séries Star Wars depuis que je réalise des sondages. Car généralement, on tournait quand même très régulièrement autour des 75-80% d'avis positifs. Et ça pouvait monter assez haut en fonction de la qualité des épisodes. Et dans un deuxième temps, comme toujours, ce sondage nous permet de remarquer qu'il y a bien une minorité extrêmement bruyante qui n'hésite pas à exprimer sa colère vis-à-vis de The Acolyte. Et on ne va pas revenir sur les messages qui laissent juste transparaître de la haine, mais je m'adresse maintenant à tous ceux qui ont un sentiment de colère ou un désintérêt progressif qui monte vis-à-vis de Star Wars. Faites une pause. Je vous assure que ça vous fera du bien. Vous avez parfaitement le droit de ne pas vous y retrouver dans ce qu'est Star Wars actuellement. Il n'y a rien de mal à ça. Donc si vous n'aimez plus rien depuis des années, arrêtez-vous là, arrêtez de vous faire du mal et continuez de kiffer le Star Wars des années précédentes. Personne ne pourra jamais vous l'enlever. Ce que j'ai pu remarquer en analysant aussi tout un tas de vos retours, c'est qu'il y a énormément de gens qui semblent attendre que Lucasfilm nous ponde une sorte de Game of Thrones Star Warsien. Alors ça pourrait être génial, hein, mais ça me fait poser une autre question. Est-ce que ce serait vraiment du Star Wars ? La question pouvait déjà se poser avec Andor dans une certaine mesure, qui, attention, est une série que j'adore pour le développement de ses personnages et l'intrigue politique qui nous est présentée, mais ça s'éloigne quand même drastiquement de la légèreté propre à Star Wars, notamment dans la trilogie d'origine, ou du côté mystique qui était toujours amené avec les utilisateurs de la Force. Donc faire un Game of Thrones Star Wars, ce serait au final se consacrer essentiellement à un public devenu adulte. Or, Star Wars, de l'aveu de George Lucas, qu'il parle de la Théo ou de la Prélo, a toujours été prévu pour satisfaire et séduire un public plus jeune. C'est d'ailleurs comme cela qu'il expliquait les nombreuses critiques reçues par la prélogie suite au désamour de certains fans de la première heure. Ceux-ci ont grandi, et lorsqu'on devient adulte, nous n'avons plus nos yeux d'enfant. Et écoutez-nous parler, moi compris, Aujourd'hui on analyse tout, la mise en scène, les chorégraphies, les décors. Est-ce qu'on faisait ça enfant ? Inconsciemment peut-être, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous étions nettement plus ouverts d'esprit face à l'imaginaire qui nous est présenté. Donc tout ça pour dire que je pense que nous devrions tous prendre un peu plus de recul dans nos critiques. Ça ne veut pas dire qu'il faut être aveugle face aux défauts, mais simplement qu'il ne faut pas attendre d'une œuvre qu'elle soit autre chose que ce qu'elle est. Bref, maintenant que c'est fait, j'espère que mon message aura été entendu, et maintenant on va pouvoir passer à l'analyse et à mon avis concernant ce troisième épisode. Un troisième épisode qui, d'après les rumeurs, devait être absolument affreux car il allait casser la cohérence du lore ou je ne sais quoi. Eh ben punaise, il vous en faut pas beaucoup. Je sais même pas ce qui a pu vous déranger à ce point, mais bref, on va en parler. Donc attention, ça va full spoiler, vous êtes prévenus. Dans ce nouvel épisode, qui se présente comme un immense flashback, nous découvrons les origines de nos deux protagonistes principales, Osha et May, qui ont visiblement grandi sur Brendok, une planète réputée inhabitée, où elles ont été élevées par des sorcières en exil, qui ont été chassées et persécutées pour ce qu'elles sont et ce qu'elles font. Ces sorcières, cette communauté, exclusivement constituée de femmes, me fait dans un premier temps penser à la Voix de la Main Ouverte, un groupuscule de l'époque de la Haute République qui avait du mal avec la vision que les Jedi pouvaient avoir de la Force, car d'après eux, il était immoral de s'en servir, car chaque action, même avec de bonnes intentions, ne pouvait qu'engendrer de terribles répercussions. Ce groupe a bien sûr pu évoluer, et peut-être qu'il a finalement pu se muer en ce nouveau groupe, qui s'apparente aussi évidemment avec les légendaires sorcières de Dathomir. Le fait que ce soit que des femmes, qu'elles utilisent des arcs, ou aussi bien sûr qu'elles se prénomment tout simplement des sorcières, je pense que l'allusion est assez évidente. Ce nouveau chapitre met également l'emphase sur le pouvoir qui peut être tiré d'un groupe uni, et au final, on a un peu l'impression que cette secte veut que ses membres mettent de côté leur individualité, tout cela au service de leur propre communauté. C'est d'ailleurs ce qui fait que Osha ne s'y sent pas du tout à sa place, car contrairement à sa sœur qui aspire également à devenir une sorcière, de son côté, Osha aspire à devenir autre chose.
étant donné qu'elle rêve de devenir une Jedi. Et ce depuis un certain temps si on se fie à son cahier dans lequel elle a pu dessiner des choses en lien avec l'ordre Jedi. D'ailleurs, la petite ronde qu'elles font au début sur le fait qu'elles ne font qu'un, ça m'a à titre personnel fait énormément penser à un personnage du roman Étoile perdue, Ciena Ree, qui a eu une sœur jumelle qui est morte-née, et suite à cela, à chaque fois qu'elle voyait quelque chose d'important dans sa vie, elle prononçait la phrase suivante « Vois à travers mes yeux », pour que sa sœur, ou son esprit, ou qu'il soit, puisse lui aussi découvrir le monde, comme elle, de son côté, avait la chance de le découvrir. Je sais pas s'il y a un lien vraiment pertinent à tirer de tout ça, mais j'avais envie de vous en parler pour vous recommander chaudement ce roman qui est l'un des meilleurs de tout le canon Star Wars, et aussi un excellent roman pour se lancer dans la littérature de ce très vaste univers. Parenthèse terminée, revenons-en à nos jumelles, et parlons dès à présent de leur conception, car là aussi, il y a des choses à dire. Forcément, quand on nous dit « Les filles n'ont pas de père. Ça ne peut que nous rappeler... Il n'a pas de père. » Encore une fois, on voit bien que Leslie Headland est une grande fan de la menace fantôme. Mais attention, il n'est sûrement pas question ici de faire d'Osha et de May les nouveaux Jésus de cet univers. On nous dit d'ailleurs clairement qui est la femme qui les a portés, et on sait aussi que c'est la mère de la communauté qui les a créés. Aniseya, je les ai portés. Je les ai créés. Et que se passera-t-il si les Jedi découvrent comment tu les as créés? Et c'est là que ça devient particulièrement intriguant. Elle les a créés. Et je pense qu'il faut qu'on revoie un autre passage des films maintenant. Dark Plagueis était un seigneur noir des Sith. Il pouvait utiliser la force pour influer sur les midi-chloriens et pouvait créer la vie. Est-ce qu'il serait possible de tisser un fil entre la mère et un certain Dark Plagueis? Je pense qu'il est encore trop tôt pour le dire, mais dans tous les cas, je ne pense pas que le choix de ces mots soit anodin. La question qui se pose maintenant, c'est de savoir si le pouvoir de la mère a pu arriver aux oreilles de Plagueis ou de son maître, qui sait, ce qui les aurait forcément intéressés. Ou est-ce qu'à l'inverse, Plagueis serait déjà présent à ce moment-là et bien installé depuis très longtemps, au point qu'il aurait pu transmettre son pouvoir à une éventuelle élève comme la mère, qui se serait ensuite enfuie. C'est une hypothèse qui peut également se tenir. Après tout, il n'est pas rare que les Sith soient amenés à collaborer avec d'autres adeptes de la Force. Palpatine lui-même a pas mal fricoté avec la mère des Sœurs de la Nuit, puisque c'est en partie grâce à elle qu'il a pu mettre la main sur son apprenti Dark Maul. Mais nous savons également que lorsque celle-ci est devenue une alliée trop gênante, il n'a pas hésité à s'en débarrasser. Et c'est là qu'on en vient à une autre théorie, celle qui concerne la dévastation qui se déclenche au moment du départ d'Osha, qui ne peut selon moi pas être le résultat de l'unique action de May. Ok, elle a foutu le feu à la chambre de sa sœur, mais c'est pour moi impossible que ce simple geste puisse être la source de tout le bordel qui en suit. L'épisode nous montre exclusivement le point de vue des deux sœurs et surtout d'Osha sur cet événement en particulier, et dès lors on comprend que les deux sœurs vont croire que l'une ou l'autre est responsable de la destruction de leur maison, ce qui va expliquer tout le ressentiment qu'elles peuvent avoir l'une envers l'autre. Or, nous n'avons pas encore eu droit au point de vue des Jedi ou des sorcières, et nous savons via des images des différentes bandes annonces qu'il s'est passé quelque chose de grave et d'impactant, qui a effectivement pu causer la mort de toutes les sœurs, mais qui a également été la source de la blessure à la fois physique, mais surtout psychologique du Jedi Torbin, et d'ailleurs on peut déjà voir qu'il est blessé et marqué au visage à la fin de l'épisode. Mais il s'est forcément passé quelque chose de suffisamment grave pour que le Wookiee, Kelnaka, soit aussi amené à aller vivre le reste de sa vie en exil. La question, c'est que s'est-il donc passé? Les images du trailer ont pu nous dévoiler deux choses. Que le Wookiee allait brandir son arme à un moment donné, et la deuxième, c'est que Torbin allait être blessé au visage. Mais par qui? Ou contre qui se battent-ils? À titre personnel, j'aurais presque tendance à croire que cette fois-ci, les sorcières ou quelqu'un d'autre pourrait être en mesure de posséder l'esprit du Wookiee et non pas seulement du Padawan, ce qui pourrait forcer les autres Jedi à intervenir pour faire face à la force brute d'un Wookiee qui est déjà immense. C'est pour cela qu'ici on verrait le Wookiee contre Sol, et qu'ensuite Torbin serait mis à terre par le Wookiee. Mais j'ai aussi une autre hypothèse. Et si un seigneur Sith avait profité de l'arrivée des Jedi pour tout détruire au même moment? La mère porteuse des deux filles s'inquiète à un moment donné devant le réacteur qui serait plus tard amené à exploser. Est-ce qu'elle aurait peut-être déjà pu sentir la présence d'un individu mauvais au sein de leur temple? Pourquoi pas?
On entend également des cris au moment où Osha est dans un couloir et qu'elle cherche à échapper aux flammes. Là encore, c'est très intriguant. La question que vous pourriez alors vous poser, c'est qu'est-ce qu'un Sith pourrait venir faire ici? Et là encore, le mystère demeure. Mais si on en revient à ce que je disais plus tôt sur un éventuel lien entre Plagueis et la mère, surtout concernant le pouvoir de la création de la vie, cela pourrait être à même d'expliquer le désordre qui s'est abattu sur la communauté. Quoi qu'il en soit, la série nous réserve encore tout un tas de surprises et j'en suis très heureux, car dans celle-ci, j'ai vraiment la sensation de découvrir une véritable histoire dont je n'ai aucune idée de comment elle va ou de comment elle pourrait se conclure. Alors que dans le même temps, je trouve qu'elle est suffisamment bien écrite pour nous permettre d'émettre tout un tas d'hypothèses qui se tiennent et qui ne se basent pas sur rien. Si on compare avec Ahsoka par exemple et les fameuses théories sur Marok, je trouve quand même ici qu'on a beaucoup plus d'éléments enrichissants en termes de lore qui viennent s'imbriquer et qui pourraient permettre à la série d'étoffer le très vaste univers qu'est Star Wars. Je peux d'ailleurs en profiter pour parler de la dernière hypothèse qui me trotte en tête, car j'ai pu vous parler du lien de l'épisode avec la menace fantôme, qui est assez énorme ici, puisque Osha est, tout comme Anakin, une enfant dont l'âge est normalement trop avancé pour rejoindre l'ordre Jedi. Mais ils lui font quand même faire le même exercice que lui, qu'elle est elle aussi née d'une façon assez étrange, et le maître Jedi Sol a quant à lui énormément de points communs avec Qui-Gon Jinn. Mon intuition me porte donc à croire que les Jedi pourraient possiblement être amenés à penser qu'ils ont mis la main sur l'élu avec elle, mais que tout pourrait par la suite très mal tourner. Ce qui serait ainsi susceptible de justifier le fait que dans la prélogie, les Jedi ne veulent pas croire l'hypothèse de Qui-Gon lorsqu'il prétend avoir trouvé l'élu de la prophétie, car les maîtres de leur côté auraient le souvenir de cet événement passé où ils auraient déjà pu croire qu'ils avaient trouvé l'élu et que tout cela aurait très mal tourné pour eux. Je pense que c'est une hypothèse qui peut se tenir. Peut-être qu'elle pourra aussi gagner en crédibilité une fois qu'on saura ou non le résultat du test ADN et du taux de midi-chlorien qu'elle pourrait avoir. En bref, voilà tout ce que j'aurais à dire sur l'épisode. Alors oui, je ne pense pas que c'est un épisode qui restera dans les annales pour sa réalisation ou autre, mais encore une fois, je vois qu'il y a du travail derrière tout ça, qu'il est sincère, qu'il y a de la recherche. Et moi, tout ça, ça fait que je me sens respecté en tant que spectateur. Donc à la limite, je suis juste un peu frustré que l'épisode s'arrête aussi vite, mais ça c'est une constante avec les séries Star Wars, il faut s'y habituer j'imagine, surtout que le prochain épisode devrait être encore plus court. Mais j'ose espérer qu'il enverra du pâté, car j'imagine que ce sera celui de la confrontation tant attendue avec l'éventuel Seigneur Sith. Ah et aussi tant que j'y pense, il y a autre chose qui me fait peur, c'est que j'espère que toutes ces théories que je vous ai proposées ne vont pas nous amener à officialiser quelque chose qui tourne pas mal chez les fans depuis un moment, sur le fait que Palpatine aurait été la source principale qui aurait conduit à la création d'Anakin et qu'il pourrait être considéré comme son père. J'espère qu'on va pas faire ce genre de choses. Bref, dans tous les cas, nous on se retrouvera la semaine prochaine pour en parler tous ensemble. Sur ce, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, c'était Absolute et que la force soit avec vous. Ciao.